Dans le ciel bleu de l'Afrique, il y avait autrefois un symbole d'unité, un symbole d'ambition et d'autonomie, un symbole planant sur un continent désormais déterminé à tracer sa propre voie. Ce symbole, c'était Air Afrique. Plus qu'une compagnie aérienne, Air Afrique était une tentative audacieuse de la part des nations nouvellement indépendantes de défier les obstacles et de bâtir l'avenir ensemble. Pendant des décennies, Air Afrique s'est envolée, reliant les capitales africaines au reste du monde, portant les rêves d'une nouvelle ère, l'ère des indépendances. Des années plus tard, ces rêves seront pitoyablement anéantis. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a si mal tourné? Les amis, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on regarde ensemble comment Air Afrique, qui incarnait l'esprit panafricain, a été enseveli sous le poids de la mauvaise gestion, de l'ingérence politique et des soucis de financement. Avant que les avions d'Air Afrique ne s'envolent dans les airs en 1961, l'Afrique était en plein bouleversement. Encore une fois, les années 60 ont marqué l'aube d'une nouvelle ère, une ère où les régimes coloniaux s'effondraient et où les nations nouvellement indépendantes prenaient leur destin en main. Mais comme vous le savez, la souveraineté d'un pays ne consiste pas seulement à hisser un nouveau drapeau, à chanter une nouvelle hymne ou à rédiger une nouvelle constitution. L'indépendance, la vraie, la véritable, doit aussi être économique. Et l'un des plus grands défis à relever dans ce sens pour ces jeunes nations, c'était la circulation des hommes et des marchandises. Avant les indépendances, les voyages aériens à travers l'Afrique étaient sans surprise dictés par les puissances coloniales. Les itinéraires étaient conçus non pas pour les bénéfices des Africains, mais pour servir les intérêts économiques européens. Les vols sillonnaient le continent, mais leur principale fonction était de transporter les matières premières vers les ports à destination de l'Europe. En plus, pour aller d'un pays africain à un autre, il fallait passer par Paris, Madrid ou Londres. Les dirigeants africains ont jugé cette situation inacceptable et maintenant qu'ils sont indépendants, ils veulent construire leurs propres infrastructures. Il leur fallait donc leurs propres moyens de transport aérien. Et un moyen de transport aérien n'était pas seulement une question de commodité, c'était réellement un outil d'intégration, un outil de développement économique. Donc cette volonté des chefs d'État africains était noble. Mais le seul problème, c'est que la création d'une compagnie aérienne était incroyablement coûteuse. Les avions, la maintenance, le carburant, la formation représentaient des investissements considérables. Et pour bon nombre de ces nations africaines nouvellement indépendantes, ce n'était tout simplement pas possible. Mais heureusement, une solution sera vite trouvée. Pourquoi pas un effort commun? Au lieu de faire cavalier seul, plusieurs pays pourraient mettre en commun leurs ressources et créer une compagnie aérienne commune. Une compagnie qui leur servirait à tous et mettrait en valeur l'indépendance retrouvée de l'Afrique aux yeux du monde. C'est avec ce raisonnement que le 28 mars 1961, 11 pays nouvellement indépendants se sont réunis à Yaoundé au Cameroun pour créer Air Afrique. L'idée était simple, ce serait leur compagnie aérienne gérée par des Africains pour l'Afrique. Elle relierait leur capitale, faciliterait le commerce et symboliserait leur unité sur la scène internationale. 11 pays que sont le Congo, la République centrafricaine, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Bénin, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Ces 11 pays ont signé le traité qui désigne désormais Air Afrique comme la compagnie aérienne officielle de ses États membres, lui donnant donc le droit exclusif de les représenter dans les négociations internationales sur le transport aérien. Ce qui a donné à ces nations un plus grand pouvoir de négociation dans un monde où les compagnies aériennes européennes et américaines dominaient le ciel. Toutefois, bien qu'Air Afrique était une initiative africaine, la France joue aussi un rôle important dans les coulisses. Le gouvernement français, Air France et l'Union aéromaritime de transport apportent leur soutien financier et technique à la compagnie. D'ailleurs, au début, voici la répartition des actions d'Air Afrique. 68,4% étaient pour les pays africains, 11,8% appartenaient à Air France, 8,9% étaient détenus par l'Agence française de développement, l'AFD, et les actions restantes étaient détenues par des investisseurs privés. Vous vous en doutez bien, pour la France, soutenir Air Afrique n'était pas juste un acte de bonne volonté. En fait, la France entretient toujours des liens économiques étroits avec ces pays et le maintien des liaisons aériennes est tout simplement dans son intérêt. Au début, Air Afrique est très bien géré avec des objectifs commerciaux clairs qui mettent l'accent sur l'autonomie et l'efficacité. Et tout de suite, la compagnie s'est distinguée. Sa croissance a été rapide et sa réputation a été montée en flèche. En fait, Air Afrique n'était pas seulement destinée aux Africains. C'était une compagnie aérienne à laquelle même des dirigeants et dignitaires étrangers faisaient confiance. D'ailleurs, l'un des moments les plus célèbres de son histoire s'est produit en mai 1980 lorsque le pape Jean-Paul II l'a emprunté pour se rendre du Ghana vers la Côte d'Ivoire puis à Rome. Alors que d'autres compagnies aériennes multinationales en Afrique comme East African Airways se sont effondrées sous le poids de la pression politique, Air Afrique, elle, a survécu et a prospéré pendant des décennies. En plus, à la fin du XXe siècle, de nouveaux pays comme le Togo en 1968 et le Mali en 1992 sont devenus partie prenante, élargissant ainsi l'empreinte d'Air Afrique. D'une idée audacieuse à une compagnie aérienne florissante, Air Afrique va rapidement s'imposer comme un leader de l'aviation africaine.
Son expansion a été tout simplement impressionnante. Au début des années 70, Air Afrique reliait 22 pays africains, ce qui en faisait le principal transporteur pour une grande partie de l'Afrique francophone. Mais la compagnie ne se contente pas de dominer les voyages régionaux, elle veut placer l'Afrique sur la carte mondiale de l'aviation. Déjà dès le milieu des années 60, Air Afrique propose des vols vers les principales destinations européennes, notamment Paris, Genève, Rome et Zurich. Et c'est en 1971 qu'Air Afrique va faire une percée remarquable en inaugurant une liaison transatlantique avec New York. Soudain, les Africains ont un accès direct avec l'une des principales plaques tournantes de l'économie mondiale. Et là encore, il ne s'agissait pas d'une question de commodité, mais d'une question d'opportunité, de pouvoir, de prestige et surtout de l'entrée de l'Afrique sur la scène mondiale de l'aviation en tant qu'acteur sérieux. Ce type d'expansion stratégique ne tarde pas à mettre en concurrence Air Afrique avec de grands transporteurs comme Ghana Airways qui cherchait aussi à devenir la compagnie aérienne dominante de l'Afrique. Mais Air Afrique continue à se développer en modernisant sa flotte et en la diversifiant. Au début des années 70, c'est équipé de Douglas DC-8 et Caravelle, rendant donc les voyages long courriers plus fluides et plus efficaces. Mais le véritable changement va se produire en 1973 lorsqu'Air Afrique a introduit son premier McDonnell Douglas DC-10-30, un avion de large fuselage capable d'accueillir plus de passagers et plus de bagages. Ainsi, à la fin des années 70, la compagnie compte 3 DC-10-30, principalement pour les liaisons transatlantiques et européennes, 7 DC-8 pour les destinations long courrier, 3 Caravelle pour les vols régionaux en Afrique et un DC-8-63F dédié au transport de marchandises. Et en plus, la compagnie va encore acquérir 3 autres avions en 1980. Vous l'avez compris, la demande est là et Air Afrique se positionne. Mais ce qui rendait la compagnie vraiment unique, ce n'était pas seulement ses destinations ou la diversité de sa flotte, mais plutôt de son influence culturelle. En fait, Air Afrique ne se contentait pas de transporter des passagers, elle véhiculait un message de fierté, d'hospitalité et une revendication de l'identité africaine. Les repas à bord proposaient une cuisine africaine authentique, offrant aux voyageurs un véritable goût du continent. En rendant les destinations africaines plus accessibles, Air Afrique a donc joué un rôle important dans la stimulation du tourisme. Elle a permis aux voyageurs internationaux d'explorer les riches paysages du continent, des rues animées de Dakar à la beauté pittoresque de la Côte d'Ivoire. Les économies locales étaient aussi stimulées en conséquence du renfort de l'industrie du tourisme. On assistait aussi au développement des relations commerciales entre l'Afrique et le reste du monde. Les entrepreneurs, les investisseurs et les commerçants comptaient sur la compagnie aérienne pour assurer un transport fiable, ce qui rendait le commerce entre l'Afrique, l'Europe, les États-Unis plus accessible que jamais. Et à côté de ça, la compagnie employait énormément de personnes. En 1980, elle emploie plus de 5100 personnes, un véritable moteur économique. Et en plus, au sommet de son succès, Air Afrique était largement respecté pour son professionnalisme et la qualité de ses services. Le personnel de la compagnie suivait une formation rigoureuse, garantissant aux passagers un service de premier ordre, de l'enregistrement à l'atterrissage. Et bien évidemment, au départ, cette réputation d'excellence lui a permis de constituer une clientèle fidèle et d'acquérir une reconnaissance internationale. Vous comprenez donc pourquoi, malgré les défis géopolitiques, notamment le retrait du Cameroun et du Gabon dans les années 70 pour créer leur propre compagnie aérienne nationale, Air Afrique est resté un pilier de l'aviation africaine. Même après avoir perdu ses marchés clés, la compagnie aérienne a continué à prospérer, à étendre sa portée et à maintenir un soutien financier solide de la part de ses pays membres. Donc pendant des années, Air Afrique a été ce symbole de l'unité africaine, de la réussite africaine que l'on cherche tant. Mais sous la surface, des fissures commençaient à se former. Les interférences politiques, les mauvaises décisions financières et les inefficacités croissantes menaçaient de réduire à néant tout ce que la compagnie aérienne avait construit. Comme vous l'avez compris, Air Afrique était un projet panafricain, un projet destiné à réunir 11 pays africains au sein d'une même compagnie aérienne. En fait, les dirigeants politiques considéraient la compagnie aérienne comme une extension de leur propre pouvoir, un outil permettant de récompenser les alliés et d'écarter les opposants politiques. Les promotions et les nominations n'étaient pas toujours fondées sur le mérite, mais plutôt sur la loyauté politique. Et lorsque certains dirigeants estimaient que leur pays n'était pas suffisamment représenté au sein de la direction, ils ne se contentaient pas de se plaindre, ils se retiraient complètement. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec le Cameroun et le Gabon. Ces retraits avaient eu des conséquences opérationnelles et financières réelles, mais qui ont heureusement été absorbés par la compagnie. Mais il n'y avait pas que les politiciens qui jouaient au jeu de pouvoir. Les dirigeants d'Air Afrique eux-mêmes avaient leurs problèmes. En fait, certains cadres ont considéré leur rôle comme un tremplin vers une carrière politique, se concentrant davantage sur leurs ambitions que sur la gestion d'une compagnie aérienne compétitive. Et bien évidemment, ces comportements vont créer des tensions avec leurs propres bailleurs de fonds gouvernementaux, entraînant ainsi des conflits internes qui ont détourné l'attention sur les véritables problèmes de mauvaise gestion de la compagnie. Et donc, plus le temps passait, plus le chaos se propageait. D'ailleurs, l'un des aspects les plus préjudiciables de cette mauvaise gestion est la façon dont Air Afrique est devenu un lieu de liberté. On ne compte plus les histoires d'employés bien placés qui faisaient voyager gratuitement leurs amis ou leurs familles. Et en plus, le pire, c'est que certains passagers n'étaient pas seulement des voyageurs, c'était littéralement des commerçants. Ils utilisaient Air Afrique pour transporter des marchandises gratuitement, ce qui transformait les itinéraires aériens en entreprises commerciales personnelles. Imaginez ça un peu. Les hôtesses de l'air étaient aussi de la partie. Certains remplissaient leurs sacs de marchandises pour les vendre à l'étranger. Et il ne s'agissait pas
pas de quelques cas isolés, ce type de privilège non contrôlé était très répandu. Et devinez qui payait la note? Air Afrique, bien sûr. La compagnie perdait de l'argent, tandis que ceux qui bénéficiaient de ce système détournaient le regard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une compagnie aérienne commence à perdre de l'argent, ce n'est qu'une question de temps pour que la fiabilité n'en pâtisse. Les annulations de vol sont devenues monnaie courante, les retards excessifs et dans certains cas, les avions partaient même plus tôt que prévu, laissant sur le carreau des passagers arrivés à l'heure. On est à la limite du ridicule. Pour ne rien arranger, entre 1987 et 2000, Air Afrique a connu 6 incidents de vol. Dans un secteur où la confiance et la fiabilité sont essentielles, les clients ont commencé à chercher ailleurs. Les compagnies aériennes étrangères offrant un meilleur service, pourquoi les clients resteraient-ils fidèles à Air Afrique? Puis viennent les politiques d'africanisation dans les années 80 qui visaient à réduire l'influence française et remettre le contrôle entre les mains des Africains. L'idée est très noble, mais l'exécution a été désastreuse parce qu'il y a eu trop de précipitation. En fait, les expatriés français qui possédaient l'expertise nécessaire au bon déroulement des opérations ont été poussés à la porte. Leur remplaçant était bien des fois des personnes nommées en fonction de leurs relations politiques plutôt que de leurs qualifications. Donc sans dirigeants expérimentés, l'efficacité s'effondrait peu à peu. Et en 1984, les choses ont encore empiré lorsqu'une grève importante a entraîné le licenciement de 56 ressortissants français, accélérant donc la transition mais provoquant de nouvelles perturbations opérationnelles. Le temps qu'Air Afrique se rende compte de l'impact, le mal est déjà fait. Et puis il y a eu les problèmes de sureffectif, un problème qui a handicapé Air Afrique tout au long de son existence. En fait, les gouvernements ont insisté pour conserver un nombre important d'employés et ils utilisaient la compagnie aérienne comme une source d'emploi plutôt que comme une entreprise qui devait rester légère et efficace. Dans les années 90, Air Afrique compte environ 4300 employés dont la majorité était concentrée dans quelques pays, en particulier la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le gouvernement ivoirien avait même exigé que tous les licenciements soient répartis de manière égale entre tous les pays, ce qui a rendu presque impossible toute réduction stratégique du personnel. Pendant cette crise, lors d'une réunion de chefs d'État, le président ivoirien Houphouët-Boigny aurait déclaré ceci: « Je vous ai toujours dit qu'un noir ne peut pas diriger une compagnie aérienne. » Il demande le feu vert aux autres chefs d'État pour aller chercher un Français compétent, selon lui. C'est ainsi qu'en 1988, Yves-Roland Bicquart, ex-directeur de la Caisse centrale de coopération économique, l'ancêtre de l'AFD, est appelé à la tête de la compagnie pour la redresser et la sauver de la faillite. Entre changement de flotte et réduction du personnel, les décisions de Yves-Roland Bicquart n'aboutissent pas à des changements positifs. Pire, les décisions du Français suscitent l'indignation. Par exemple, quand il avait pris la décision difficile de licencier 1600 employés afin de maîtriser les coûts, les employés étaient en fureur. Ils s'étaient habitués à l'idée que travailler pour Air Afrique signifiait la sécurité de l'emploi à vie. Et en plus, bon nombre d'entre eux avaient accepté des salaires inférieurs en échange de cette stabilité. La rupture de cette promesse avait donc été ressentie comme une trahison. Des manifestations ont donc éclaté et les retombées ont donné lieu à des affrontements intenses entre la compagnie aérienne et ses employés. Mais quand on prend du recul et qu'on regarde le problème avec les lunettes de salariés d'Air Afrique, on peut aussi trouver que certaines décisions du nouveau président mettent des doutes sur ses intentions réelles. En fait, le fait qu'il remplace les Boeing américains par des Airbus français et le fait que l'AFD, l'agence française de développement, l'ancien employeur de Yves-Roland Bicquart, fasse un progrès agressif dans le capital d'Air Afrique, donne l'impression que le nouveau président veut juste conforter les positions de la France. Vous l'avez compris, les tensions ne sont pas apaisées, les conflits au travail et les manifestations ont poursuivi pendant des années. Et en 1996, la pression atteint son paroxysme et c'est là que Roland Bicquart sera poussé vers la sortie. Alors que les luttes de leadership et la mauvaise gestion affaiblissaient la compagnie de l'intérieur, des forces extérieures aussi aggravaient la situation. L'effondrement de la monnaie, l'augmentation des prix du carburant et la concurrence féroce vont mettre Air Afrique à terre. L'un des plus grands chocs financiers pour la compagnie a eu lieu en 1994, lorsque le franc CFA, la monnaie utilisée par les États membres d'Air Afrique, a soudainement été dévalué à 50%. Ce fut un coup dévastateur pour la compagnie aérienne. En fait, auparavant, Air Afrique avait contracté des millions de dollars de prêts entre 1994 et 1993 pour acheter 4 Airbus A310 afin de développer ses activités. Donc, lorsque la dévaluation a eu lieu, ses dettes ont instantanément doublé du jour au lendemain. C'était un scénario bien évidemment cauchemardesque, alors que la plupart des recettes étaient libres, elle, en franc CFA, qui est désormais affaiblie. La pression financière était donc insupportable et Air Afrique va faire défaut de sa dette et les créanciers vont saisir un quart de sa flotte. La compagnie n'a eu d'autre choix que de compter sur les injections de fonds d'urgence des gouvernements africains. Et Air Afrique va donc bénéficier de plans de sauvetage à 4 reprises entre 1993 et 2001. Mais ces bouées de sauvetage temporaires n'ont pas suffi à inverser la spirale infernale. En plus, la situation économique générale de l'Afrique n'a pas aidé non plus. Les années 80 ont été une décennie difficile pour de nombreuses nations
nations africaines, avec des prix des matières premières qui fluctuaient fortement, une instabilité politique croissante et des dettes nationales qui s'accumulaient. Et comme Air Afrique dépendait du soutien financier de ses États membres, la compagnie souffrait à chaque fois que ces États étaient en difficulté. D'ailleurs, les gouvernements ont souvent retardé, voire carrément manqué à leurs engagements financiers envers la compagnie aérienne, la laissant ainsi à la recherche de liquidités pour financer ses opérations du quotidien. Et le pire, c'est que le prix du carburant va aussi monter en flèche après les chocs pétroliers de 1973 et 1979. En 1978, Air Afrique a dépensé 35 millions de dollars en carburant. En 1994, ce chiffre est passé à près de 63 millions de dollars, soit une augmentation de près de 80% à l'espace de 6 ans. À une époque où la compagnie aérienne avait désespérément besoin de réduire ses coûts, elle s'est retrouvée noyée dans des dépenses de plus en plus élevées. Et comme si ces problèmes ne suffisaient pas, les difficultés de la compagnie se sont aussi aggravées avec l'intensification de la concurrence. Les compagnies aériennes européennes telles que UTA et aussi plus tard Air France offrant un meilleur service et des prix plus compétitifs. Les transporteurs du Moyen-Orient ont aussi commencé à renforcer leur présence sur le continent. En plus, alors que les autres compagnies aériennes se modernisent et améliorent leur efficacité, Air Afrique était confrontée à l'ingérence politique, à l'inefficacité opérationnelle et à un manque de liquidité. La compagnie aérienne qui avait autrefois symbolisé la coopération, l'ambition, l'unité africaine lutte désormais pour sa survie. Des acteurs internationaux vont intervenir pour la sauver, mais vous allez voir que le mal est tellement profond que l'injection de millions de dollars ne vont pas réussir à éviter la faillite de la compagnie. En 2000, la Banque mondiale est intervenue pour apporter ce qui était censé être une bouée de sauvetage. Un plan de restructuration a été mis en place en 2 phases. D'abord, la réduction des pertes et la stabilisation des opérations, puis la privatisation. Une nouvelle équipe de direction a été mise en place et en janvier 2001, une subvention de 800 000 dollars a été accordée pour évaluer la santé financière de la compagnie. Résultat, un désastre complet. Le système de comptabilité avait cessé de fonctionner depuis 1991. Les bureaux fonctionnaient de manière indépendante sans aucun contrôle. Les avions étaient soit en retard, soit annulés, soit totalement absents. Et rappelez-vous, à cette période-là, les créanciers avaient déjà repris possession de 3 avions. En juin 2001, les actionnaires n'avaient plus du tout envie de renflouer les caisses. Le soutien financier des États membres, autrefois inébranlable, a cessé d'exister. Les ressources s'épuisant, la compagnie a cherché une aide extérieure, notamment une potentielle acquisition par Air France. Au début, le plan semblait prometteur. Air France propose d'injecter 19 millions d'euros de capitaux frais et de rebaptiser la compagnie Nouvelle Air Afrique. En échange, les États membres devaient réduire leur participation à 22%, ce qui donnerait à Air France une participation majoritaire. Mais il y a un problème majeur. Air France n'est pas seulement intéressée par le sauvetage d'Air Afrique, elle voulait aussi les précieux droits de trafic de la compagnie sur l'ensemble de l'Afrique. Les États membres, en particulier ceux qui avaient déjà commencé à développer leur propre compagnie aérienne nationale, n'étaient pas du tout d'accord. Les négociations ont donc échoué. Entre-temps, les problèmes internes ont continué à s'aggraver. Désormais, environ 40% des passagers voyagent gratuitement grâce à une corruption généralisée. Dans mes lectures, j'ai appris que les petits amis des ministres occupaient même des sièges en classe affaires sans payer un seul centime. Dans un ultime effort de restructuration, l'ancien PDG de TWA, Jeffrey Erickson, a été désigné pour conduire le redressement. Mais il y a un gros problème et il ne parle pas un seul mot de français, la principale langue de travail de la compagnie aérienne. Son mandat n'a rien arrangé, il a été marqué par des licenciements, des grèves et encore et toujours des conflits internes. En résumé, Air Afrique gisait au sol, inconsciente, en arrêt cardiaque. Autour d'elle, la Banque mondiale, les institutions financières tentaient désespérément de la réanimer. Injection de fonds, électrochoc, de plans de restructuration, massage cardiaque, de privatisation. Mais chaque tentative ne faisait que retarder l'inévitable. Air Afrique ouvrait brièvement les yeux avant de replonger dans l'agonie. Jusqu'à ce que finalement, le 7 février 2002, après 40 ans d'activité, Air Afrique meurt. Elle est déclarée officiellement en faillite. La compagnie aérienne croule sous 464 millions de dollars de dettes. Du jour au lendemain, 4200 employés perdent leur emploi. Le rêve d'une compagnie aérienne panafricaine unifiée a pris fin. Plusieurs pays vont lancer leur propre compagnie aérienne nationale. Par exemple, on avait Toumaï Air Tchad en 2004 et Senegal Airlines en 2009. Mais les résultats étaient prévisibles. Ces nouvelles compagnies aériennes nationales ont hérité des mêmes problèmes. Sureffectifs, mauvaise gestion et manque de viabilité financière. Par exemple, Air Togo n'a tenu que 2 ans avant de faire faillite. D'autres compagnies vont brûler leur liquidité comptant sur le renflouement du gouvernement pour survivre. L'industrie de l'aviation est brutalement compétitive et sans un modèle d'entreprise solide, la survie est presque impossible. Et vous l'avez remarqué, l'un des plus grands défis auxquels les compagnies aériennes africaines sont confrontées aujourd'hui est celui de l'échelle. En fait, contrairement aux géants mondiaux comme Emirates, de nombreux transporteurs africains opèrent avec des petites flottes et des itinéraires fragmentés. Le transport aérien en Afrique reste coûteux et inefficace, en grande partie à cause de politiques gouvernementales restrictives et d'un manque de coopération entre les États. Le continent compte 54 pays, chacun ayant sa propre réglementation, ce qui rend difficile la création d'une connectivité sans faille. Maintenant les amis, j'ai une question pour vous.
une compagnie aérienne comme Air Afrique pourrait-elle réussir aujourd'hui? Selon moi, en théorie, la réponse est oui, mais seulement si elle évite les erreurs du passé. Elle aurait besoin d'un soutien financier solide, d'une main-d'œuvre légère et efficace et d'une flotte moderne. Et plus important encore, il faudrait que les gouvernements prennent du recul et laissent la compagnie aérienne fonctionner comme une entreprise et non pas comme un outil politique. Par exemple, ces dernières années, Ethiopian Airlines s'est imposée comme une force dominante dans l'aviation africaine. Elle s'est développée avec succès en formant des partenariats stratégiques avec de petites compagnies aériennes à travers tout le continent. Bref les amis, j'ai fait énormément de recherches pour cette vidéo et comme je le dis toujours, je peux avoir oublié quelque chose. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez ou ce que vous savez de cette chute regrettable d'Air Afrique. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Peace.